Regain de tension au Mali entre groupes armés signataires pourtant de l'accord de paix. Le phénomène est loin d'être isolé, tant l'accord signé en mai-juin 2015 est censé pacifier les différentes parties au conflit malien a été foulé aux pieds. C'est Kidal, région du nord-est, toujours instable à cause, entre autres, de la menace djihadiste qui sert de théâtre aux affrontements, alors même que se tenait la réunion du comité de suivi de cet accord au centre des convoitises à Néfis que se disputent les deux groupes depuis 2 ans. Quel avantage à cet accord pour l'un ou l'autre des groupes armés? Pour quelles raisons profondes la paix peine-t-elle à revenir dans cette région du Mali? À qui incombe la responsabilité de sécuriser cette région dans un contexte de mission onusienne avec déploiement de troupes? Quelle lecture faire de ce regain de tension dans un climat de référendum qui mobilise les acteurs politiques à Bamako? Quelle partition pour la France d'Emmanuel Macron qui s'est rendu au Mali pour son premier voyage hors d'Europe? Autant de questions qui nous aideront à poser le cas malien afin que nos experts en plateau apportent leur contribution à la résolution de ce conflit Mali, affrontement entre CMA et milices pro-gouvernementales. Preuve de l'impasse dans la mise en œuvre de l'accord de paix. La question sera posée. Ce sera la trame du débat du jour sur Angle de Vue, votre plateau consacré à l'actualité sur le continent africain. Un plateau qui s'installe juste après l'intermède. Et sur ce plateau aujourd'hui, pour en parler, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Ma question sera pour vous, coach Pouillon. Des affrontements s'étaient produits déjà le 6 juillet dans la même région et c'est le cas à nouveau. À quoi cela est dû selon vous? Au fait, il faut dire que la situation sociopolitique du Mali aujourd'hui prête à ce genre de situation. Parce que lorsqu'on dit accord, il faut que nous ayons deux forces assez organisées, assez structurées pour s'affronter. Je crois que sur ce plateau, j'ai déjà eu l'occasion de dire une fois que l'accord demande des choses qu'un camp ne peut pas accorder. Et donc, si on ne peut pas avoir un sursaut politique, un sursaut patriotique, un sursaut national pour tenir une position unique vis-à-vis des rebelles, ça va être difficile d'appliquer cet accord et c'est ce à quoi nous sommes en train d'aboutir aujourd'hui parce que personne ne peut avoir à lui, un camp, le courage d'accorder ce que les rebelles demandent, d'accorder la fédéralisation du pays, d'accorder un certain nombre de choses. Donc, le président Ibeka n'a pas voulu mettre son mandat dans un sursaut rassembleur. Il a voulu gouverner par son camp et nous avons abouti à un mandat qui est en train de finir dans une situation où pratiquement aucun pas en avant n'a été fait dans le cadre de la résolution de cette crise. Alors, Aimé Tiefa, les combats se sont déroulés à Anfis. Est-ce qu'il y a une explication stratégique à cette ville-là? Merci. Permettez-moi de revenir rapidement sur l'historique de cet accord. Je n'irai pas trop loin parce qu'on n'en a pas suffisamment tout le temps. Je vous rappelle la guerre de Mali qui a commencé de janvier à avril 2012. D'abord par, disons, une sorte de coalition entre 4 grands mouvements djihadistes et salafistes, à savoir le mouvement national pour la libération de l'Azawad, AQMI, Al-Mourabitoun et puis Mujao. Alors, le coup d'État du 22 mars 2012 est venu comme un cheveu sur la soupe et a aggravé la situation jusqu'à ce qu'on en arrive à l'accord d'Algérie 2015. Je voudrais rappeler à cet effet qu'au fond, ce n'est réellement pas un accord parce que premier indicateur, vous avez en fait toutes les puissances qui sont embarquées dans la signature de cet accord, avec l'Algérie à la tête, parce que c'est son ministre des Affaires étrangères qui est le président du comité de suivi de cet accord, qui ont déjà signé depuis le 15 mai 2015. Il a fallu que la communauté internationale, le gouvernement malien, les pays limitrophes, les pays du Sahel,
mettent suffisamment la pression sur la coalition des mouvements de l'Azawad pour que finalement cette coalition signe l'accord le 20 juin 2015, soit un mois, 5 jours plus tard. Donc, accord bi-signé. C'est déjà un indicateur. En fait, si la négociation s'était bien passée et que les arrangements ont abouti, le même jour, tous les parapheurs sont déposés et tout est signé le même jour. Et ce jour où l'accord était en train d'être signé, il y avait combat dans le Ménaka. Pourquoi? Parce que toutes les factions n'ont pas été réellement ratissées large. Les gens ne se sont réellement pas réunis autour d'idéaux communs à eux et les discussions n'ont pas eu cours longtemps. Le travail a été fait par l'Algérie qui a mis toute sa puissance tout de suite, qui a bouclé les choses en 6 mois. Or, le grand problème du Mali, d'abord, c'est l'Azawad. L'Azawad, c'est Tombouctou, Gao, Ménaka, Gosso, et puis le reste que vous connaissez. Dès lors, c'est, disons, tout le nord du Mali qui est en jeu. C'est les Targui, on dit un Touareg de Targui, c'est les Targui et les Arabes. Et plus donc toute cette partie qui a la richesse uranium faisant frontière entre le Mali et le Niger. C'est une zone de stratégie. Maintenant, quand vous prenez Kidal même, qui est le cœur de cette région, en termes de semblant de développement, Anéfi constitue, plus ou moins à 100 km de Kidal, un point de ralliement de tous ces mouvements. Et lorsqu'il s'agit de ficeler l'accord d'Algérie en 2015, écoutez, la CMA, c'est-à-dire la coalition des mouvements de l'Azawad, c'est qui? En fait, c'est ça qu'il faut chercher et vous allez voir ceux qui sont laissés. Parce que vous n'avez pas à l'intérieur de la CMA Al-Mourabitoun, ACMI et Mujao, qui en fait sont des mouvements purement salafistes. Mais vous avez d'autres, vous avez 5 autres. 3 sont venus en bloc et 2 sont venus par les L. Parmi les 3 qui sont venus en bloc, j'ai déjà parlé de MLNA. Ensuite, vous allez voir au Conseil pour l'unité de l'Azawad, qui est aussi venu en bloc, et puis Coalition du peuple de l'Azawad. Mais il y a maintenant ceux qui sont venus en détail, quoi, qui en fait ont laissé une portion au dehors et une portion à l'intérieur, qui est le mouvement arabe de l'Azawad, dont d'ailleurs Oud Sidat, le président de la CMA, en est le président, plus maintenant la coalition des mouvements et forces patriotiques. Suffisamment de factions, donc. Suffisamment de factions. Donc, beaucoup de mouvements ont été encore laissés en rade et continuent donc. Et il y en a qui ont fait allégeance à l'État islamique, d'abord à Al-Qaïda et ensuite à l'État islamique depuis la disparition d'Al-Qaïda. Voilà. Donc, il faut dire que toutes les tendances ne se sont pas réunies pour qu'il existe une réelle paix. C'était un saupoudrage. Voilà, non inclusif donc. Non, à ce niveau, je vous ai dit que, en réalité, l'affrontement aujourd'hui n'est pas entre les signataires de l'accord et les non-signataires de l'accord. Tous sont signés. C'est entre les 2 parties signataires, puisque c'est les milices gouvernementales contre la CMA qui sont en train de se battre. Donc, nous allons aborder la situation en 2 temps, c'est-à-dire d'abord pourquoi l'accord ne marche pas, parce que si l'accord marchait, on aurait eu les signataires contre les non-signataires. Or, actuellement, nous avons les signataires eux-mêmes qui ont des problèmes sur le terrain, simplement parce que, effectivement, cet accord demandait, tout au moins du côté gouvernemental, une union nationale pour pouvoir avoir le courage d'appliquer ce qui est dans l'accord. Et c'est cette union nationale que le président Ibeka n'a pas voulu réaliser. Et c'est ça qui fait que nous avons un terrain favorable maintenant pour que tous ces désordres puissent avoir lieu. Voilà. Alors, Coach Poulon, je reste avec vous. Qu'est-ce qui explique alors aujourd'hui le fait qu'il y ait des missions ou, je dirais, des réunions de comités de suivi? On suit quoi concrètement? Puisque sur le terrain, on n'a pas réussi à déployer l'État malien sur Kidal notamment. On a des difficultés à Gao, on a des difficultés ailleurs. Et aujourd'hui, chaque fois, il y a ce comité de suivi qui siège. Qu'est-ce qu'on suit concrètement? Au fait, il faut dire que le président Macron ne dit pas tout de bon, mais il a quand même eu le courage de dire qu'il faut que l'Algérie joue franc jeu. Parce que pourquoi il n'y a pas de terrorisme au sud de l'Algérie?
Et parce que l'Algérie sait comment régler les problèmes de terrorisme, les problèmes de ceci et autres. Maintenant, si l'Algérie, qui est président du comité de suivi, ne met pas de force en jeu, n'intervient pas, reste comme chose là, je crois qu'il y a une situation effectivement là qui, je crois que le président du comité de suivi doit s'impliquer davantage. Je crois que c'est ça qui doit permettre. Mais si c'est une réunion seulement pour demander, toi tu as fait quoi, toi tu n'as pas fait quoi. Mais je le dis, moi, en tant que coach, mais sur le plan diplomatique, ça a son sens. Parce que sur le plan diplomatique, on dit qu'il vaut mieux des discussions inutiles que pas de discussions. Donc, c'est dans ce sens que ces discussions sont en train d'avoir lieu, parce que s'il n'y a plus de discussions, c'est la porte ouverte à l'affrontement généralisé. Donc, il faut quand même ce genre de réunion. Mais je crois que la solution, elle est algérienne. Et quand l'Algérie va décider véritablement de mettre la paix au nord du Mali, il y aura la paix au nord du Mali. Non, je ne partage pas exactement le point de vue du coach. Je voudrais vous signifier ceci. Figurez-vous que le 30 juin, il y a deux mouvements de la CMA, la CPA et la CMFPR2, qui ont écrit au président, j'ai oublié d'amener le courrier puisque je l'ai, qui ont écrit au président du conseil de suivi de l'accord, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, que depuis que cet accord a été signé, le 20 juin 2015, jusqu'à ce jour, qui n'a été associé à rien. Alors que l'article 10 de l'accord les reconnaît comme faction et mouvement appartenant à la CMA. Donc ça a été exclusif plutôt qu'inclusif. Et c'est cela ce qu'ils sont en train de revendiquer, parce que pour eux, cela a permis à la CMA d'échanger d'égal à égal avec le gouvernement, d'attirer l'attention sur toutes les grandes puissances de la planète, notamment la France, et que quelque part, cela aurait eu de répercussions sur eux. Mais eux, ils ne peuvent pas... Que demandent-ils concrètement? Oui, mais ils demandent à être associés. Ils demandent à prendre part aux réunions, partage du gâteau avec le gouvernement, avec toutes les autres institutions, l'Union européenne et puis l'Organisation des Nations Unies, parce que vous n'êtes pas sans savoir que parmi tous les mouvements qui parlent, du nord du Mali, notamment de l'Azawad, on a eu une bonne vingtaine, il n'y a que MNNDA qui est un mouvement, en fait, qui prône une philosophie sécessionniste juste, sans une couverture religieuse. Mujao et consorts, Al-Mourabitoun, ACMI, CPA, tous sont dans une logique et une tendance de sécession religieuse, en demandant l'imposition de la charia. Alors, il n'y a que l'autre, MNLA, qui ne parle que de sécession sur la base de posséder la richesse nationale, comme les Maliens qui sont au sud. Déjà, il y a disparité entre les logiques et les vues. Alors, quand on les met ensemble, il faudrait trouver suffisamment de raisons pour les mettre ensemble. Et quelles raisons on peut trouver si ce n'est pas la foi en leur Mali, puisque derrière c'est contenu dans leur devise, un peuple, un but et une foi. Voilà. Alors, coach Poyon, le président du CMA, Ahmed Boutache, dit que ces combats, c'est juste pour empêcher le retour de l'État dans le nord du Mali. Non, moi je crois que je suis réellement convaincu que le problème est à Bamako. Le problème n'est pas au nord. Parce que si Bamako retrouve sa toute légitimité, je crois que avec l'armée malienne, 12 000 hommes de la MINUSMA, 4 000 hommes de l'État français, je crois que... Parce qu'on oublie que ces mouvements terroristes sont de la même ethnie que la population. Donc, et les gens du Nord ne sont pas comme nous les Sud souvent, où on se tire dans les pattes, on se divise, on se ceci, on se cela. Les gens du Nord sont très solidaires. Donc ça veut dire quoi? Si on a un problème de légitimité même au niveau de l'État central, c'est difficile de discuter, c'est difficile. Regardez le Nord Niger. Comment se fait-il qu'il n'y a pas cette dislocation dans le Nord Niger? Parce que très tôt, le gouvernement a utilisé les autorités religieuses et autres de la région pour rentrer en négociation autant que faire se peut, pour trouver les accords nécessaires. Donc, il y a un problème de légitimité à Bamako qu'il faut régler. Moi, je pense que si on règle ce problème de légitimité à Bamako, on doit pouvoir avancer, même si on ne règle pas tous les problèmes, au moins on va y avancer par palier. Vous avez vu, par exemple, on vient de faire le G20. Le président Macron a eu l'intelligence de se rendre compte que
le monde n'est plus... On s'entend, nous, surtout, et c'est la Russie et autres qui sont de l'autre côté. Il a compris que désormais, on s'entend avec tel groupe sur telle chose, on s'entend avec tel pays sur telle autre chose. Donc, le monde n'est plus un aliment des gens de l'Occident, les gens de choses. Nous savons aujourd'hui un monde qui est un monde d'accords. J'ai d'autres accords avec M. Hannes, j'ai d'autres accords avec M. Aimé, j'ai d'autres accords avec l'autre. Et je crois que si on retrouve une légitimité à Bamako, en avançant comme ça, par accord, par différents paliers, on doit pouvoir régler le problème du Mali. Voilà, alors le cessez-le-feu aujourd'hui est violé au gré des humeurs de ces groupes-là. Mahamat Saleh Anadif, le chef de la MINUSMA, parle de sanctions ciblées, mais on a l'impression que c'est un discours, ce n'est pas évident de pouvoir sanctionner qui que ce soit. Il sait très bien que c'est un discours. Le coach a omis de mettre deux choses dans son analyse. L'Azawad, le nord du Mali, nous sommes en milieu hautement désertique. Ne vient pas qui veut. Ce sont des soldats hautement formés, spécifiquement formés à ça qui viennent. Ça fait que vous pouvez aligner 50 000 hommes. Quand vous prenez tous les groupes rebelles au total, c'est 6 500 hommes, pas plus. Mais en 2012, en 2014 et en 2015, ces groupes-là ont tenu l'armée malienne en échec 3 fois de suite. Et quand vous prenez la force Serval, dépêchée par la France en janvier 2013, vous savez combien d'hommes ils ont perdu? Parce que tous les chiffres ne peuvent pas être communiqués. Il y a ce qu'on communique officiellement et il y a ce qui est officieux. Donc, ils ont d'abord l'atout du milieu naturel difficile où eux, ils sont nés. Et qui sont ceux que vous trouvez là? Ce n'est pas les bobos, ce n'est pas les sonrailles, ce n'est pas les malinqués. Ce sont exclusivement les Targis et les Arabes. Et les Targis et les Arabes, vous les retrouvez un peu partout dans le Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Algérie. Donc voilà le siège. Et c'est surtout pour ça que l'Algérie a plus de facilité pour pouvoir négocier avec ces rebelles-là. N'oubliez pas, Al-Mourabitoun, son patron, d'accord? Mokhtar Ben Mokhtar, le signataire par le sang, c'est un Algérien. Il vient opérer dans la zone et il retourne chez lui en Algérie dormir. Voilà. C'est pour ça que l'Algérie disposait un peu plus de manettes. Et contre l'Algérie même, il avait commis des mouvements revendicationnistes, beaucoup d'attentats, au point où l'Algérie n'avait même pas de terme de négociation pour pouvoir négocier avec lui. Rappelez-vous l'assaut meurtrier donné par l'armée algérienne en mai 2015, où ceux qu'on était venus sauver, plus de 2 tiers étaient déjà tués dans l'assaut. Bon, donc c'est un problème pour tout le monde. Coach Poyon, les difficultés aujourd'hui de la MINUSMA à résoudre ce conflit-là, qu'est-ce que ça traduit? On avait salué sur ce plateau le renforcement du mandat de la MINUSMA. On avait salué le fait que le nombre de troupes soit augmenté. Aujourd'hui, on est quand même au regret de constater que la situation n'a pas évolué d'un iota sur le terrain. Mais deux choses. La première, c'est que le Mali ne s'entend ni avec la France, ni avec les Nations Unies sur la façon d'aborder la situation. Donc, déjà un problème. Deuxième chose, on a mis des soldats sur le terrain. Mais ce n'est pas une guerre où on a un adversaire en face, où on va l'affronter. Voilà. L'adversaire sort des troupes. On dirait qu'on est au Vietnam. L'adversaire sort de n'importe où. Comment voulez-vous que la MINUSMA puisse faire quelque chose lorsque, sur le plan politique, sur le plan sur quoi on s'entend, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne s'entend pas. Sur le plan stratégique. Parce que tout à l'heure, par exemple, et M. Aimé a abordé le fait que nous sommes dans un terrain qui n'est pas connu par les forces extérieures. D'où, parce que beaucoup ont dit, la France a voulu protéger le MLA, la France a voulu protéger ceci, mais la France sait que dans les montagnes de Kidal et autres,
il ne peut pas rentrer là-bas sans avoir au moins une force locale qui les aide à y entrer. Donc c'était la raison principale pour laquelle la France ne voulait pas affronter le MLA. Mais on a dit tout, on a dit c'est parce qu'il y a pétrole là-bas, MLA a fait ceci, tout ça. Donc bref, c'est pour dire qu'il faut que le Mali même se dise oui ou non, est-ce qu'on a besoin des Français? Si on a besoin des Français, qu'on discute avec eux de comment on règle ce problème. Est-ce qu'on a besoin des Nations Unies? Si on a eu même le jour même de la signature des accords, le président malien qui prend la parole, qui dit on n'a qu'à respecter le Mali. Bon, dans ces conditions, comment voulez-vous que la MINUSMA puisse réellement travailler? Et le président Ibeka oublie quelque chose. Donald Trump ne veut plus financer quoi que ce soit. Donc, dans ces conditions, si on ne trouve pas rapidement une solution, les Nations Unies ne pourront pas continuer par financer une force qui est là et qui ne fait rien. Donc, je pense que les Maliens doivent mettre la barre assez haute et mettre le Mali au-dessus des intérêts personnels. Voilà, messieurs, nous allons évoluer. La MINUSMA, aujourd'hui, quelle orientation lui donner? Métier phare, rapidement. Non, je crois que la MINUSMA, de mon point de vue, a presque fini l'utilisation de ces armes. Presque fini sa mission parce que le problème demeure en l'état. Le problème demeure en entier. Il faut changer de fusil d'épaule. Lorsque vous avez une région qui fait pratiquement les 2/3 du territoire national, alors que le Mali lui-même déjà fait 1 241 238 000 km² et que vous avez plus de 2/3 au nord, et que par contre la densité est très fine parce que dans tout le nord vous avez moins d'1 million de gens ou pratiquement 1,3 million, alors qu'à Bamako seul vous avez quasiment 2 millions d'habitants, vous voyez un peu. Donc vous avez un vaste territoire où vous ne rencontrez presque pas d'individus sur des kilomètres donnés. Il faut apprendre à faire de la stratégie autrement. C'est une question de stratégie militaire que les grandes puissances n'ont pas encore parvenu à obtenir. Et maintenant, il faut revoir, étudier le Mali autrement. Moi, je crois que c'est possible de négocier avec ces rebelles-là. Parce que, comme je le disais, là-dedans, tous ne sont pas des mouvements salafistes. Le mouvement national pour la libération de l'Azawad n'a jamais parlé de charia, n'a jamais parlé d'islam. Alors, on peut discuter avec ce mouvement-là. Et le coach le disait, Force Serval, MINUSMA ont pris MNLA comme en fait mouvement éclaireur pour pouvoir réussir leur immersion dans le milieu. Mais très tôt, ils ont cru que c'est fini et ils se sont débarrassés donc des brigades et des commandants MNLA et nous connaissons le résultat. Il n'y a pas de jour où ils ne perdent pas de soldats en réalité. Ça, c'est la vérité, ça. Voilà, coach Poyon, aujourd'hui, est-ce que le projet de révision de la Constitution de 1992 au Mali, porté par le président Ibeka, n'est quand même pas concerné? Il y a peut-être des pans dans le nouveau texte qui n'arrangent pas les factions du Nord en conflit. Non, je viens d'apprendre même, c'est vrai que le président Soumaïla Cissé l'a dit, et le secrétaire général du parti au pouvoir n'a pas dit le contraire, que tout ce qui concernait l'accord d'Alger a été retiré, et c'est finalement des choses au profit du chef de l'État qui a été mis dedans. C'est alors qu'à l'origine, cette révision devait permettre d'intégrer dans la Constitution les désidérata de l'accord d'Alger. Donc, je dis simplement que, franchement, tant que nous restons dans une logique électorale, tant que nous restons dans une logique partisane, il n'est pas possible de sortir le Mali de cette crise-là. Voilà, l'opposition aujourd'hui est vent debout contre ce projet-là. Les griefs que l'opposition fait à ce texte, quel est votre approche? Pas que l'opposition, même des partis politiques de la coalition nationale, ADEMA par exemple, KNIF par exemple, qui trouvent que ce texte en l'état ne pourra pas être recevable et qui demandent de revoir l'opportunité de la révision de cette constitution. Parce que maintenant que le Mali n'est pas unifié, que le président Ibeka ne peut pas aller en visite dans le nord en toute confiance et sans trop de militaires, je crois qu'il y a mieux à faire. Et c'est ça ce que soutient l'opposition menée par Soumaïla Cissé. Ils estiment que les pouvoirs et attributions du chef de l'État sont un peu trop corsé, que la création de la Sénat comme deuxième chambre
ne serait en rien utile et que ce ne serait qu'un gonflement des charges de l'État. En fait, les Maliens pensent qu'aujourd'hui, il faut d'abord travailler sur le projet de la réunification nationale, la réconciliation nationale, la pacification du pays avant de parler de la révision de quelque constitution que ce soit dans un élan de rassemblement, d'unification et de cohésion nationale. Voilà, coach Patrick Amopoyon, mais la requête de l'opposition auprès de la Cour constitutionnelle a été jugée recevable, mais pas sur le fond, donc le référendum aura lieu. Non, le référendum, c'était pas légalement que ça a été empêché. C'était prévu pour le 9 juillet. C'était la rue qui a empêché. Donc, 9 juillet. Oui, tout à fait. C'était la rue. Bon, le référendum aura lieu. Non, c'était la rue qui a empêché le référendum. C'était pas la loi. Donc ça veut dire que la Cour constitutionnelle a reporté sine die. Oui, la Cour constitutionnelle a beau dire ce qu'elle veut dire. Si les rapports de force sur le terrain sont toujours ce que c'est, le référendum n'aura pas lieu. Parce que, écoutez, moi je crois que le président Ibeka a intérêt à ne pas perdre le Sud comme il a perdu le Nord. Alors, véritablement, ne créons pas des tensions inutiles au Sud encore, parce que les mouvements rebelles guettent ces occasions pour en profiter véritablement. Ce n'est pas le moment de se diviser, c'est plutôt le moment de se rassembler. Voilà, sur le fond, la Cour dit que le Nord n'est pas occupé par une puissance étrangère. Qu'est-ce que vous dites à ça? Non, il ne s'agit pas de puissance étrangère ou de puissance halogène. Mais Ibeka, en 2013, en janvier 2013, a fait appel à qui pour sauver sa République? Alors qu'il y avait une autre solution à côté, le Tchad. Qui connaît mieux en Afrique? Quels sont les soldats qui connaissent mieux les milieux désertiques en Afrique? Ce sont les soldats tchadiens. C'est le Tchad. Et rappelez-vous, pendant l'intérim de Diokounda Traoré, il avait fait appel au Tchad. Rappelez-vous bien, fin 2012, novembre-décembre, jusqu'en janvier 2013, il avait fait appel au Tchad. Et le Tchad, parce que, n'oubliez pas, quand les rebelles ont pris Kona, quasiment à l'entrée de Bamako, Diokounda n'avait pas eu le choix. Alors, pourquoi ne pas faire recours à cette solution? Parce qu'il y a un aspect qui est escamoté dans cette question. Okay. Les livres d'histoire l'éclaireront partout. On en parlera longtemps. Nos arrière-petits-enfants seront encore au courant, tout comme si ça se passait maintenant. Et ce n'est pas bien pour la postérité. Ce n'est pas bien pour l'autonomie et l'indépendance de l'Afrique. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas chercher mouvement extérieur, mouvement interne, force intérieure, puissance internationale. Il faut chercher à résoudre nos problèmes d'abord entre nous, Africains, et pas nos moyens africains. Cela peut donner à réfléchir de sorte que voilà un pays où ceux qui attaquent le pays, les mouvements rebelles attaquant le pays, sont du pays et on fait appel à la France pour venir défendre ce pays-là. Au nom de quels accords, je ne saurais le dire. Cela pose un problème d'endogénité du développement et d'endogénité des moyens et outils que nous utilisons pour résoudre nos problèmes en tant qu'Africains. L'État serait peut-être tombé si on n'avait pas réagi. Ah oui, et là, il faut saluer le leadership de Thomas Boni Yahi, qui a eu le courage, en tant que président de l'Union africaine à l'époque, de pouvoir demander et autoriser cette intervention qui a sauvé le Mali. Donc moi, je pense que fondamentalement, les Maliens doivent se dire, est-ce qu'on a les moyens de notre politique? Si oui, on peut insulter les Français. Et si on n'a pas les moyens de notre politique, qu'on discute. Et qu'on cesse d'insulter des gens qui sont là, qui sont en train de perdre leurs soldats pour choses là. Et les Maliens n'ont qu'à s'entendre pour qu'il y ait la paix au Mali et non créer les problèmes et après dire les gens ne doivent pas venir intervenir et tout ça. Les problèmes sont à Bamako, il faut qu'on les règle à Bamako, il faut qu'Ibeka discute avec Soumaïla Cissé et son groupe, il faut que les Maliens s'entendent pour régler le problème. Voilà, aujourd'hui, coach Poyon, est-ce qu'on doit négocier avec Yaga Gali, le terroriste en chef aujourd'hui et qui sème le trouble dans la région? Est-ce qu'on peut dialoguer avec un djihadiste ou quelqu'un qui n'a plus assez d'attaches, je vais dire? Diplomatiquement, oui. Diplomatiquement, il ne faut jamais dire jamais. Donc,
c'est possible, seulement je reste convaincu que le problème du Mali n'est pas Yaga Agali. Yaga Agali profite d'une situation de désordre, d'une situation de mésentente, d'une situation de perte de légitimité dont ils sont en train de profiter. Et c'est ça qu'il faut régler. Et quand on aurait réglé ça, je vous dis, le problème du Mali n'est pas un problème de guerre, d'affrontement et tout ça. C'est un problème d'unité nationale par rapport à l'essentiel. Si le coach n'avait pas dit diplomatiquement, je ne réagirais pas. Diplomatiquement, il ne faut pas discuter avec les rebelles. Pourquoi? Parce que quand vous les écoutez, vous êtes obligé de les concéder quelque part. Et figurez-vous, ce sont des mouvements qu'il faut étudier et bien connaître. Il y a quelques intellectuels les soutenant et ce sont eux qui les envoient les représenter. Vous ne verrez jamais ceux qui tiennent les armes même dans des négociations. Non, non. Ils ont une branche intellectuelle et le jour-là, ce sont ces gens-là que vous verrez. Et quand eux, ils viennent signer les accords, ceux qui tiennent les armes disent non, c'est pas ce qu'on vous a envoyé dire. Et tout le temps, ils vous font du chantage, vous êtes obligés de payer des rançons, vous revenez sur des détails, c'est difficile. Si vous avez suffisamment de punch, vous ne négociez jamais avec eux. Les États-Unis n'ont jamais fait, l'Union européenne ne l'a jamais fait. Ça veut dire donc que... Non, peut-être pas officiellement. Est-ce que ce n'est pas un discours de façade? Non, pas du tout. Non, écoutez. Un exemple très simple. Pendant longtemps, on nous a dit qu'il n'y a aucun soldat français en Libye. Non, pendant longtemps, on nous a dit qu'il y a aucun... Vous savez, officiellement, la communauté internationale supporte... Non, je vous ai parlé des États-Unis. Oui. Coach, je vous ai parlé des États-Unis. Officiellement? Oui, j'en arrive. C'est-à-dire... Non, il y a le discours officiel. Non, ce n'est pas affaire de discours officiel. Ça veut dire que enfin, je peux vous donner une documentation à lire et après des sources où vous pouvez aller vérifier. Le budget... C'est ce qui est officiel. Mais bien sûr. Oui, mais je vous parle de ce qui n'est pas officiel. Bon, comment savez-vous alors... Comment savez-vous... Un exemple pour éclairer. Oui, comment savez-vous ce qui n'est pas officiel? Vous pouvez la Libye. On nous a dit que la communauté internationale qui vous a dit ça, coach? Soutient tout le monde. C'est clair que la communauté internationale soutient le gouvernement de Tripoli. C'est ce qui est officiel. Jusqu'au moment où on constate des soldats français en train d'aider le général Haftar dans sa zone là-bas, les soldats américains avec le général Haftar en train de l'aider, alors que officiellement non. En diplomatie, là, vous posez un problème géostratégique. La menace commune. Oui, c'est de ça on parle toujours. Vous posez un problème géostratégique. Les Américains, en tout cas, la menace commune est pour ce que je sais, les Américains n'ont jamais négocié avec un mouvement terroriste. Voilà. C'est pour ça qu'ils financent suffisamment pour que la NSA, la CIA, TEA soient vraiment opérationnels et jouent effectivement leur rôle. Coach, ça ne vous dit peut-être rien sur le fait que les renseignements américains... Écoutez, depuis, je ne vous parle pas de la France. Monsieur Chifa. Je ne vous parle pas de la France, mais je vous parle des États-Unis. Il y a des services américains qui travaillent pour le président américain et il n'est pas au courant. Alors ne venez pas dire ici que le gouvernement américain ne négocie pas avec ces gens-là. S'il n'est pas au courant, ce qu'on peut dire que c'est l'État. Ils sont payés par qui? Coach Pouillon, la force G5 Sahel, est-ce qu'aujourd'hui c'est une alternative crédible pour le défi sécuritaire dans la région? Oui, parce qu'elle mettra au premier plan la force tchadienne, elle mettra au premier plan la force mauritanienne, qui ne s'amuse pas, elle mettra au premier plan les forces combattantes et 300 milliards d'équipements, ça change les données, ça change les règles. L'autre chose, c'est que ce n'est pas une force qui est sous mandat direct des Nations Unies, des mandats de vous restez là, vous n'attaquez pas, vous restez là, vous n'attaquez pas. Donc bref, ça peut être une alternative, mais à condition de trouver véritablement les moyens et non débarquer des hommes avec des fusils du siècle passé pour dire qu'ils veulent affronter une situation. Ça peut être une solution et ça peut être aussi une solution africaine pour reprendre la main parce que la France ne le dit pas. Mais si cette force se déploie et est efficace, ça permettra à Macron de rentrer les soldats pour économiser assez d'argent parce que la France a besoin d'économiser en ce moment. Je partage entièrement le point de vue de Patrick Armand Pouillon sur ce point-là. C'est sans commentaire. Voilà, aujourd'hui, comment faire pour mobiliser les ressources? Parce que ce n'est pas encore bouclé. On sait que le président français Emmanuel Macron
a décidé de rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel et Donald Trump. La mobilisation des ressources pour qui? Pour le Mali? Pour la force G5 notamment. Oui, G5 est africain. Alors, et pourquoi voulons-nous que ceux qui ne sont pas africains nous donnent de l'argent? Non, c'est-à-dire que il faut que nous nous prenions au sérieux. Aller pleurer ou aller pleurnicher parce que Charlie Hebdo a été attaqué, parce que cela permettrait de renforcer les liens entre la France et le Mali, ça c'est fini ça. Si nous ne nous prenons pas au sérieux et que nous continuons à être dans de la bouffonnerie politique, ce serait dommage. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les pays qui appartiennent à cette force et ensuite l'Union africaine, c'est quand même 54 États, l'Afrique. Imaginez que chacun donne seulement 1 million d'euros. Ça nous fait 54 millions d'euros. Regardez ce que ça fait en francs CFA. Je crois que le montant nécessaire est déjà mobilisé pour pouvoir faire face aux besoins de l'heure. C'est une affaire d'identité propre à l'Afrique. C'est une affaire de souveraineté. Il ne faudrait pas s'amuser avec. Et puis, en matière de diplomatie, celui qui vous donne beaucoup exigera beaucoup de vous. C'est pour ça que parfois, vous n'allez pas comprendre les positions que prennent un certain nombre de pays à l'international. Vous avez un Africain qui est candidat à un poste à l'international, mais vous voyez 2 ou 3 pays africains se démarquer et aller voter peut-être pour un luxembourgeois ou un Belge. C'est parce que longtemps, ils ont payé le prix fort, le prix matériel fort, mais bien sûr, en venant prendre nos ressources pour contrefinancer nos besoins contre nous-mêmes et se passer pour les maîtres. Si on ne sort pas de cette tanière, si on ne sort pas de cette logique, nous serons toujours à la traîne et nous serons la risée de toute la planète. Je voudrais simplement dire un mot à ce niveau que les 5 pays concernés sont tous des pays musulmans. Et aujourd'hui, s'il y a un groupe qui n'a moins de problèmes d'argent, c'est le mouvement islamique, c'est le groupe musulman, Arabie Saoudite et autres. Je crois que la solution pour le financement de cette force se trouve à ce niveau. Ce n'est pas la France qui parle d'un montant ridicule qu'ils sont en train de donner, qui est la preuve que la France a des problèmes d'argent et autres. Je crois qu'avec l'Arabie Saoudite et autres, ils peuvent trouver les moyens de pouvoir faire ça parce qu'il y a au moins cette identité religieuse qu'ils ont en commun qui peut servir. Voilà, le président français Emmanuel Macron, lui, quand même, entend aider au développement des pays africains. Nous allons parler de quelques-uns de ses propos, notamment parlant donc des propos du président Emmanuel Macron. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel aujourd'hui. Coach Pouillon, réaction. Au fait, je vous ai dit que d'abord, la première chose, il faut que les journalistes africains aussi cessent de nous ridiculiser avec des questions de vous allez donner combien, vous allez donner quelle masse d'argent. Ça, c'est la première chose. Vous pensez que c'est la question qui a été posée? La question n'était pas bonne. Deuxième chose, Emmanuel Macron connaît tout sauf l'Afrique. Emmanuel Macron ne peut pas me dire qu'il a débarqué à Cotonou, qu'il connaît les ruelles de Cotonou, qu'il connaît ceci. Ça veut dire que nous devons faire un travail exactement comme il est en train de faire en ce moment en France, où il est en train d'expliquer la France à Donald Trump. Il faut que l'Afrique fasse des documentaires pour expliquer à Emmanuel Macron qu'aujourd'hui, les femmes africaines ne font plus 8 enfants. Il faut lui expliquer qu'il ne comprend pas l'Afrique. Il faut lui expliquer que c'est nos dirigeants qui sont ridicules, sinon nous, on a les moyens de financer notre développement. Il faut lui expliquer que sans l'Afrique, la France n'aurait pas existé. Il faut lui expliquer que autant les Américains sont venus sauver la France, autant les Africains sont venus sauver la France. Il faut lui expliquer que c'est des morts de Mauritanie qui sont venus civiliser la France. Comme qu'en 1300, la France était qu'aux yeux de barbares. Et que c'est les Africains qui ont amené l'éducation, qui ont amené la technologie, qui ont amené la science et autres. Donc il faut expliquer tout ça à Emmanuel Macron. Si nous ne pouvons pas le faire, ne soyons pas étonnés qu'il étale son ignorance de l'Afrique chaque fois qu'on lui pose la question sur l'Afrique, et aussi qu'on cesse de courir derrière un pays qui a plus de problèmes économiques, plus de problèmes dans tous les domaines que l'Afrique n'en a aujourd'hui. Voilà, sans commentaire. Oui, c'est vrai. Le coach a presque tout dit. Je voudrais mettre en lumière que le président Macron, il est habitué
a dit ces genres de boutade. Figurez-vous, quand il était ministre des Finances, il l'avait dit sur des éleveurs français. Voilà un peu. Donc, il y a aussi la polémique des Kwassa il y a quelques semaines. Bon, vous savez, il est habitué à ça. Il connaît tout sauf la géostratégie africaine. Il connaît mieux la géostratégie américaine et puis européenne, mais pas africaine. Et je crois que c'est l'Afrique qui fait la France. L'Afrique reste et demeure jusqu'à ce jour-ci la principale force de la France. Imaginez lorsqu'on réussira à éclater la zone CFA et que nous n'utiliserons plus le CFA, imaginez ce que la France deviendrait. C'est plutôt à cela qu'il doit se concentrer, c'est plutôt sur cela qu'il doit se concentrer, plutôt que de laisser ces gens de boutarde. Il ne sait rien de l'Afrique. Moi, ma mère a 75 ans et il nous a fait 4. Nous ne sommes pas 8. Vous voyez un peu. Et aucune de mes sœurs n'a 4 enfants. Alors, vous comprenez un peu, il s'est focalisé essentiellement sur les vieilles fiches qu'on lui a faites sur l'Afrique ou sur ce qu'il a appris en histoire au moment où il était élève sur l'Afrique. Mais sur l'Afrique moderne, il est déconnecté. Oui, mais il y a un rapport qui fait état de ce que... Un rapport, je crois, qui date de 2015, qui fait état de ce que le Niger, actuellement, a un sérieux problème. Dans ce sens, c'est que... Dans quel sens? Une femme aurait entre 6 et 7 enfants. Non, d'abord, il y a deux choses. Il y a deux choses. Première chose, c'est eux qui ont dit que si on a 7 à 8 enfants, on ne va pas se développer. C'est encore que ça reste à prouver. eux qui ont dit que la Chine ne va jamais se développer et la Chine est en train de les financer aujourd'hui. C'est eux qui ont dit plein de choses qui ne sont pas vraies. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, on ne peut pas prendre le Niger, on ne peut pas prendre une zone du Niger pour généraliser. Même en France, on trouvera des femmes qui ont fait beaucoup d'enfants, même en France, même ailleurs. Donc, il faut dire que, comme le président Soglo l'a dit une fois sur la marche du siècle, il faut que les gens regardent leur propre pays, regardent leur propre réalité. Je vais vous donner un exemple. J'ai constaté que tous les Béninois qui ont fait longtemps en France et qui sont revenus au pays pour rester aujourd'hui ont un problème de développement personnel. Il y a un problème d'affirmation de soi. Ça veut dire que c'est un pays qui ne permet à personne d'avoir confiance en lui-même, et lui-même il le sait. C'est un pays pessimiste, c'est un pays qui... Bref, la France a énormément de problèmes que l'Afrique n'a pas aujourd'hui. En tout cas, s'il faut civiliser, je crois que la France a besoin d'être civilisée de nous. Alors, les propos du président français ont créé un tollé, on s'y attendait, et ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est même pas évident que beaucoup d'Africains se soient saisis de cela. On estime même que le président est raciste. Est-ce que vous iriez jusqu'à cette extrémité? Non, je ne dirais pas qu'il est raciste parce que je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai pas côtoyé, mais j'ai vu beaucoup de Noirs autour de lui et il y en a même dans sa garde rapprochée. Toutefois, je voudrais dire que les questions touchant aux nationalités, au développement, aux cultures et au peuple sont des questions extrêmement sensibles qu'il faut savoir manipuler. Et il ne peut pas avoir développement sans culture, car culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. Voilà, ce sera votre mot de fin, Coach Pouillon. Oui, je voudrais dire simplement que les entre griffes bêtises que le président français dit, ce n'est pas seulement vis-à-vis de l'Afrique, il le dit même vis-à-vis du peuple français. Quand il parle des gens de rien, les Français qui ne sont rien. Donc, il est habitué à ces erreurs-là. Et comme je l'ai dit, on peut improviser la stratégie pour devenir président, mais quand on devient président, il faut faire appel à des gens qui savent mettre les points sur les i et qui peuvent t'aider à éviter les erreurs. Ce matin même, un journaliste disait « Le président américain va venir en France apprendre l'histoire de la France pour dire moins de bêtises ». Je dirais la même chose. J'espère que Macron fera le tour de l'Afrique pour dire moins de bêtises sur l'Afrique. Voilà, votre avis, il est clair, il est tranché. Plusieurs sites ont relayé cette information. Certains même font le parallèle avec le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que le mot civilisation a à voir avec les problèmes économiques s'interroge. Un autre site, ce sera tout pour ce numéro de Angle de Vue. Merci de nous avoir suivis. Était sur ce plateau Patrick Armand Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise, face à Aimé Tiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Nous vous avons présenté cette émission avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA. Merci.